Meknès, le 10 septembre 1959. Un homme de 25 ans est amené à l'hôpital Mohamed V. Il ne peut plus marcher. La veille, il a senti des crampes monter dans ses mollets, rien d'alarmant, une fatigue peut-être, et il s'est couché. Au réveil, ses jambes ne lui obéissaient plus. Les médecins l'examinent, pas de fièvre, on lui fait même une ponction lombaire, on cherche un virus, une infection, quelque chose. Le résultat ne montre rien. Ni polio, très présente à l'époque, ni microbe connu. Et puis, dans la même journée, 10 autres patients arrivent, avec exactement les mêmes symptômes. Le lendemain, ils sont 30. À la fin de la semaine, 700. 700 personnes en quelques jours, qui perdent l'usage de leurs jambes, sans fièvre, sans cause apparente, sans explication. Je m'appelle Rim Boursiemi et aujourd'hui je vous emmène dans l'une des plus grandes catastrophes sanitaires de l'histoire du Maroc moderne. Une affaire qui commence comme une énigme médicale impossible, qui se révèle être un crime et qui, plus de 60 ans plus tard, n'est toujours pas refermée. C'est l'histoire de la meknésite, l'histoire de l'huile empoisonnée ou l'huile frelatée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maroc d'ombre et de mystère. Pour comprendre ce qui s'est passé à Meknès, il faut d'abord comprendre le Maroc de 1959. Un pays vient de naître, ou plutôt de renaître. 3 ans plus tôt, en 1956, le Maroc a arraché son indépendance à la France. Après 44 ans de protectorat, le sultan Mohammed Ben Youssef, exilé de force par les Français en 1953, est revenu en héros. Il est devenu le roi Mohammed Khamis, Mohamed V. Mais l'indépendance sur le papier, ce n'est pas tout à fait l'indépendance dans les faits. Parce qu'en 1959, le sol marocain est encore couvert de bases militaires étrangères, françaises, espagnoles et américaines. Mais que font les Américains au Maroc ? Alors, il faut remonter encore plus loin, à la Seconde Guerre mondiale. En 1942, en pleine guerre contre l'Allemagne nazie, les Américains débarquent en Afrique du Nord. La position géographique du Maroc est stratégique. C'est une porte entre l'Atlantique, la Méditerranée et l'Afrique. Et le pays devient très vite une base aérienne essentielle pour les Alliés. La guerre finie, les nazis sont vaincus, mais les Américains, eux, ne repartent pas vraiment. En 1950, un accord est signé entre la France et les États-Unis. Un accord conclu sans même consulter le sultan du Maroc. Cet accord autorise les Américains à construire d'immenses bases. Des bases du Strategic Air Command, le commandement aérien stratégique, à Nouassar, à Ben Slimane, à Sidi Yahya al-Gharb, plus une présence navale à Kenitra. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine guerre froide et que ces bases marocaines font partie du dispositif nucléaire américain face à l'Union soviétique. Des bombardiers prêts à décoller au cas où. Alors imaginez la situation en 1959. Le Maroc est indépendant, mais des puissances étrangères occupent encore son territoire. Pour les nationalistes marocains, c'est une humiliation, une blessure, le symbole que la souveraineté n'est pas complète. Et la pression monte, au point qu'en juillet 1959, quelques semaines avant le début de notre histoire, le Maroc et les États-Unis signent enfin un accord. Les Américains vont évacuer leur base, le départ définitif est prévu pour 1963. Et c'est précisément là que tout va se jouer. Parce que quand une armée plie bagage, elle ne repart pas avec tout. Elle liquide, comme quand on déménage. Elle brade, elle vend ses surplus, son vieux matériel, ses stocks, ses bidons d'huile. Et parmi ces surplus, il y a des choses qui n'auraient jamais, mais alors là, jamais dû finir dans l'assiette des Marocains. Revenons à Meknès, septembre 59. La ville devrait être en fête, c'est la période du Maoulid, le Mouloud, la célébration de la naissance du prophète. Des pèlerins affluent des régions voisines, 50 000 personnes peut-être venues de partout. Mais l'ambiance n'est pas à la fête, parce que les hôpitaux débordent. À l'hôpital Mohamed V, on parle de centaines de cas, des gens qui arrivent par famille entière, les jambes mortes, les mains qui ne répondent plus. Une démarche bizarre, raide, saccadée, pour ceux qui peuvent encore marcher.
Une démarche si reconnaissable qu'elle va devenir la signature de la maladie. Au début, les médecins pensent à une chose, une seule, la poliomyélite. La polio en 1959, c'est une terreur mondiale. Une maladie virale qui frappe surtout les enfants, qui attaque la moelle épinière, qui paralyse. Et les symptômes collent. Paralysie qui commence par les membres inférieurs, qui remonte. Le roi Mohamed V prend une décision radicale. Par crainte d'une épidémie, il annule les festivités du Mouloud. Il interdit les voyages, les rassemblements et il fait fermer les piscines, les stades, etc. On se prépare à une contagion. Sauf que quelque chose ne colle pas. Les analyses de sang ne montrent aucune infection. Le liquide céphalorachidien est propre et surtout, la maladie ne se comporte pas comme une contagion. Les médecins observent et ils dressent une liste de constats qui n'ont aucun sens. Premier constat, la maladie ne touche que les pauvres. Les familles de journaliers, d'ouvriers, d'artisans. Deuxième constat, mais pas les plus pauvres. Ceux qui étaient trop démunis pour acheter l'essentiel, comme le sucre, la farine ou l'huile ce mois-là, eux sont épargnés. Troisième constat, les bébés ne sont pas touchés, pas les nourrissons. Quatrième constat, et c'est le plus troublant, les Européens ne sont pas touchés, à une seule exception près, et les Marocains juifs non plus. Pas un seul cas parmi les juifs de Meknès. Mais pourquoi ? Pourquoi une maladie, entre guillemets, contagieuse, épargnerait-elle systématiquement certains groupes ? Il y a un dernier indice, décisif. Sur les 100 soldats marocains stationnés dans la caserne de Meknès, seulement 2 sont tombés malades. 2 sur 100. Et selon les récits de l'époque, ces 2-là avaient fait le mur un soir, ils étaient sortis manger en ville. En ville, pas à la caserne. Et c'est important parce que les soldats en caserne mangent tous la même nourriture, contrôlée et préparée collectivement. Les prisonniers aussi d'ailleurs. Et de même pour les 2 autres groupes qui n'ont pas été touchés, les familles européennes et les familles juives. Chacune avait sa cuisine, ses habitudes. Donc tous ces gens-là avaient un point en commun. Ils ne mangeaient pas comme le reste de la population. La conclusion s'impose, lentement, douloureusement. C'est pas un virus, c'est quelque chose que l'on ingère, que l'on mange. Il y a une histoire qui circule dans la médina de Meknès à ce moment-là, une histoire qui va tout changer. On raconte qu'une famille avait acheté une huile de cuisine bon marché, mais en la versant, ils l'ont trouvée bizarre, trop foncée, une couleur presque rougeâtre, aussi sombre que de la vieille huile de moteur, dira plus tard un médecin. Méfiants, ils décident de faire un test. Ils en donnent une portion à leur chien et ils attendent. Le chien ne réagit pas de symptômes, rien. Alors la famille se rassure, ils cuisinent avec l'huile et ils mangent. Quelques jours plus tard, ils tombent tous malades, paralysés. Et le chien, lui aussi, finit par développer exactement les mêmes symptômes. Cette anecdote, rapportée par un médecin local, met les enquêteurs sur la piste. Mais les experts ne se contentent pas d'une histoire de chien. Il faut dire qu'à ce stade-là, le Maroc est dépassé. Le pays n'a que 3 ans, son système de santé est jeune, fragile, sans les moyens d'affronter une crise pareille. Alors le gouvernement appelle à l'aide et l'Organisation mondiale de la santé répond. Très vite, elle dépêche ses épidémiologistes. L'un d'eux, le Belge Albert Thoin, lance une enquête méthodique. Le 21 septembre, il interroge 250 patients, un par un. Il cherche le point commun, la variable cachée. Et il la trouve. L'huile de cuisine. Tous les malades avaient consommé la même huile. Une huile vendue dans les souks, pas chère, sous 2 marques en particulier, le Serre et le Hillel. Un échantillon part immédiatement à l'Institut d'hygiène de Rabat, dirigé par le docteur Abdelmelk Faraj. Le 30 septembre, le verdict tombe. L'huile contient des phosphates, des phénols, des crésols. Et surtout, un composé que les toxicologues identifient avec effroi, le triorthocrésylphosphate, le TOCP pour faire court. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'est ce produit.
Ce n'est pas une huile alimentaire, mais alors pas du tout, mais un lubrifiant industriel. On l'utilise pour les moteurs d'avion à réaction. Il est incolore, inodore, sans saveur, indétectable à l'œil, au nez ou au goût. Et c'est un poison neurologique redoutable. Alors voici ce qu'il fait. Une fois ingéré, le TOCP se lie aux enzymes de vos synapses nerveuses. Il dérègle la transmission entre vos nerfs et vos muscles. Il détruit progressivement les neurones moteurs de votre moelle épinière. Vous ne pouvez donc plus vous mouvoir, ni marcher, ni utiliser vos mains, etc. Et le pire, c'est la mécanique du poison. Quand vous mangez l'huile, vous avez d'abord juste un petit trouble digestif. Et puis ça passe. Pendant 2 semaines, vous vous sentez parfaitement bien. Vous avez oublié. Et puis ça commence. Les fourmillements dans les mains et les pieds, la fièvre, et en 48 heures, la faiblesse, la douleur et la paralysie qui s'installent. Sous les genoux d'abord, puis les mains. Chez les hommes, l'impuissance. Cette latence de 2 semaines, c'est ce qui a trompé tout le monde, parce qu'il limitait exactement la période d'incubation d'une maladie contagieuse. Et pendant ce temps-là, l'huile continuait de se vendre. Alors il faut le dire clairement, dans certaines bouteilles analysées, le poison représentait jusqu'à 67% du contenu. 67%. Ces gens ne mangeaient pas de l'huile contaminée par accident. Ils mangeaient de l'huile composée aux 2/3 de lubrifiant pour moteur d'avion. Et il n'y avait aucun traitement, aucun médicament, aucun antidote, juste la rééducation et l'espoir. Alors maintenant, la vraie question. Comment une huile pour moteur d'avion finit-elle dans une bouteille de cuisine vendue à une mère de famille au souk de Meknès? L'enquête policière va reconstituer la chaîne et c'est une chaîne glaçante de banalité. Tout commence le 13 avril 1959. Un grossiste en pièces et fournitures automobiles, un certain Mohamed Bennani, se rend à la base aérienne américaine de Noassar près de Casablanca. Les Américains liquident donc leur surplus avant leur départ. Cette année-là, ils vendent aux enchères plus d'une 50aine de lots d'huiles diverses, obsolètes excédentaires. Bennani en achète un, une grosse quantité de lubrifiant pour moteur à réaction. Il paye, et il a même payé les droits de douane. Bennani, lui, ne fait rien de criminel à ce stade-là. Il achète de l'huile industrielle pour la revendre. C'est son métier. Et il revend les bidons, encore dans leur emballage d'origine marqué US Army, à un autre négociant, un nommé Ahmed Ben Haj Abdallah. Et c'est là que la chaîne se ramifie. Ben Haj Abdallah revend cette huile à une 20aine de grossistes en huile alimentaire, à Casablanca, à Fès et à Meknès. C'est à Meknès que l'engrenage devient criminel. Là, un grossiste, installé selon les archives au 107 rue Baba Aïssi, a une idée. Une idée pour augmenter sa marge. Il gagnait 14 francs par litre. Il veut en gagner 24. Alors il prend l'huile de moteur et il la mélange à de l'huile végétale et de l'huile d'olive. Il met le tout en bouteille d'1 litre. Il colle l'étiquette Le Cerf ou bien El Hilal. Et il vend ça comme de l'huile de table. À un prix imbattable. 50 centimes le litre. Et il y a ce détail qui dit tout. Voyant que ça se vendait bien, il a racheté 6 tonnes supplémentaires d'huile de moteur en prévision de la fête du Mouloud. Les pèlerins arrivent, le marché allait être bon. Pour des familles qui comptaient leurs sous, une huile 2 fois moins chère, c'était une aubaine. Surtout pour les vendeurs de beignes, sfinge, qui en achetaient en grande quantité pour leur friture. Le piège était parfait. Une chose pourtant mérite qu'on s'y attarde. Sur les bidons d'origine, l'inscription était claire. En toutes lettres, Lubricating Oil, Aircraft Gas Turbine Engine. Huile lubrifiante pour moteur d'avion à réaction. C'était pas caché, c'était écrit dessus. Quand les enquêteurs identifient enfin le poison, fin septembre, ils croient pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais ils se trompent. Le 9 octobre, la police remonte jusqu'à un entrepôt à Meknès. Ils y trouvent 6 tonnes d'huile dans 31 bidons, prêts à être embouteillés et livrés. Au début, les avertissements ne visent que les 2 marques, le Cerf et le Hilal, et une seule ville, Meknès. Mais très vite, l'évidence s'impose. Ce n'était pas local. L'huile a circulé partout. Khmissad, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Fès, Casablanca et jusqu'au Rif, à Nador et à Al-Husseima.
À Khmissat, on estime qu'un habitant sur 5 a été touché. Le 28 octobre 1959, le gouvernement déclare une calamité nationale. On débloque des fonds d'urgence, on lance des perquisitions maison par maison pour récupérer les bouteilles. On finit par saisir 190 tonnes d'huile suspectes à travers le pays. Le ministre de la Santé, Youssef Ben Abbas, affirme « Au moins 30 000 personnes se trouvent dans la misère à cause de ce drame. » Parce que ces victimes, ce sont des gens qui vivent de leur force physique. 80% sont des travailleurs non qualifiés. Et quand un homme ne peut plus marcher, quand une femme ne peut plus tisser, c'est toute une famille qui sombre. Alors qui sont-ils ces visages derrière les chiffres ? « 60% des victimes les plus âgées sont des femmes. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants. Rien qu'à Meknès, on a recensé 844 enfants touchés. 2 décennies plus tard, des journalistes sont allés recueillir leurs paroles. Et je veux les transmettre parce qu'elles disent ce que les statistiques ne diront jamais. Dans une enquête publiée en 2011 par le journaliste Mohamed Haddad pour le journal Al-Massa, on rencontre Fatima Al-Bahiri, clouée dans un fauteuil roulant depuis l'été 59. Elle a perdu son mari et elle doit s'occuper seule de son fils. 50 ans dans ce fauteuil. Sa question c'est « Sont-ils humains ceux qui nous refusent nos droits ?» Dans la même enquête, il y a Aïcha Chaoui, en fauteuil elle aussi. Elle pleure ses amis et des membres de sa famille morts à Khmissat. À ses côtés, dans chaque manifestation, son fils Hicham, 10 ans, qui pousse le fauteuil entre Khmissat et Rabat. Et il y a Mohamed, septuagénaire, qui a perdu l'usage d'une jambe et qui a vécu de petits boulots toute sa vie. Une autre victime confie pudiquement qu'il en avait été réduit à mendier. C'est ça les visages des victimes. Et maintenant, je dois être honnête avec vous sur un point, parce que c'est important. Les sources se contredisent sur le nombre exact des victimes, et de beaucoup. Les sources d'époque et les études historiques donnent un bilan que je vais appeler prudent. Le journal Le Monde, en février 1960, parle d'environ 10 000 personnes touchées. Et selon les bilans de la Croix-Rouge, une large majorité a fini par récupérer une partie de ses fonctions grâce à la rééducation. Dans cette version, les morts directs se comptent en centaines au plus. Mais les victimes elles-mêmes et leur ligue racontent une toute autre histoire. Pour eux, on parle de 20 000 voire 22 000 personnes touchées et jusqu'à 18 000 morts. 18 000. Alors comment expliquer un écart pareil ? Plusieurs choses. D'abord, les archives de 1959 sont incomplètes. Le poison a frappé des zones rurales reculées dans le Rif qui sortaient à peine d'une révolte réprimée dans le sang en 58. Là-bas, ni radio ni route, disaient les enquêteurs. Des morts ont pu être enterrés en silence, jamais déclarés. Ensuite, les bilans officiels comptaient surtout les survivants inscrits au programme de rééducation, pas forcément tous les morts. Et puis il y a le temps. 60 ans de méfiance, de promesses trahies, de sentiments d'abandon. Beaucoup de victimes sont convaincues que l'État a sciemment minimisé le bilan pour étouffer l'ampleur du scandale. Leur chiffre de 18 000 morts, c'est aussi ça, le refus de croire la version d'un pouvoir qui les a trahis. Mais je ne veux pas effacer la parole des victimes. Parce que pour celui qui a perdu ses jambes à 9 ans, pour la mère qui a enterré son enfant dans un village sans nom, le débat sur les chiffres ne fait aucun sens. Pour eux, comme le dira d'ailleurs l'un d'eux, c'est un meurtre de masse. Face à l'ampleur du drame, le monde réagit. L'OMS envoie le docteur Denis Leroy, spécialiste de la lutte contre la polio à Rennes. La Croix-Rouge internationale, qui d'habitude ne fait que de l'urgence, lance un programme exceptionnel de 18 mois. 167 soignants étrangers, 5 centres de traitement. Une équipe canadienne dirigée par un grand spécialiste de la rééducation, le docteur Gustave Gingras. On improvise des centres dans d'anciennes casernes. En masse, on rééduque, on opère parfois. Et lentement, beaucoup retrouvent un peu de mobilité. Mais quand l'aide internationale repart en 1961, le suivi local s'effondre. Les centres ferment et les victimes restent seules, avec leur corps brisé. Le 11 avril 1960, à Rabat, s'ouvre le procès. 24 hommes sur le banc des accusés. Et il faut comprendre dans quelle atmosphère.
Avant même la fin de l'enquête, le roi Mohamed V avait pris une mesure d'une sévérité inouïe. Le 29 octobre 1959, par un dahir, un décret royal, il instaure la peine de mort pour ceux qui auront sciemment fabriqué ou vendu des produits dangereux pour la santé publique. Et il rend cette loi rétroactive, c'est-à-dire applicable à des faits commis avant son existence. Les coupables sont accusés de crimes contre la santé de la nation. L'ambassadeur de France à Rabat, Alexandre Parodi, qualifie le dahir, et je cite, de très sévère. Les Américains, eux, s'en inquiètent. Ils y voient un signe inquiétant de la dérive autoritaire de la monarchie. Mais le procès va prendre un tour que personne n'attendait. Parce que la défense a une stratégie, et cette stratégie, c'est de mettre l'Amérique sur le banc des accusés. Mohamed Bennani, le grossiste qui a acheté l'huile à la base de Noisr, se défend avec acharnement. Son argument est simple. L'enseigne de son entrepôt indiquait, en lettres d'1 mètre de haut, huile et graisse pour automobile. Il a vendu l'huile dans son emballage américain d'origine, clairement étiqueté comme lubrifiant pour avion. Il a payé les douanes. Et il lâche devant le tribunal une phrase qui résume tout. Si avoir vendu cette huile que j'avais achetée en ignorant totalement ce que mes clients feraient est un crime, alors le commandement de la base américaine qui me l'a vendue est dans la même position que moi. Et logiquement, il devrait être assis à mes côtés sur ce banc. C'est tout le débat de l'époque condensé en une phrase. Parce qu'à l'extérieur du tribunal, la presse nationaliste marocaine a déjà tranché. Le magazine Al-Mashahid titre en gros « Les surplus militaires américains sont à la racine de ce désastre ». Le journal Al-Istiqlal accuse les Américains d'avoir vendu, en toute connaissance de cause, un produit toxique au mépris des lois marocaines. Pour eux, le vrai coupable, c'est la présence étrangère, c'est le colonialisme qui n'en finit pas. C'est bas sur le sol marocain 3 ans après l'indépendance. Mais d'autres voix, à l'époque comme aujourd'hui, nuancent. Personne dans cette chaîne n'a voulu empoisonner 10 000 personnes. Pas l'armée américaine qui bradait ses surplus, pas Bennani qui revendait des bidons, pas même peut-être le grossiste de Meknès qui voulait juste gagner 10 francs de plus par litre sans imaginer le carnage. C'est ce que l'historien Spencer Segala, dans son étude sur l'affaire, appelle, et je cite, une agentivité distribuée, soit une catastrophe née de la rencontre du colonialisme finissant, de la guerre froide, de l'industrie chimique et de la cupidité ordinaire. Une chaîne où chaque maillon, pris isolément, peut se dire innocent. Mais le tribunal, lui, n'a pas envie de juger l'Amérique. Quand un avocat de la défense demande « En vertu de quelle convention les Américains avaient-ils le droit de vendre chez nous des produits aussi dangereux ?» L'avocat général coupe court « Adressez cette question au ministre des Affaires étrangères, elle ne relève pas de ce tribunal. » Et le tribunal passe à autre chose. Pourquoi cette esquive ? Parce que le Maroc, en 1960, a désespérément besoin des Américains, de leur argent, de leur aide médicale, de leur appui dans la guerre froide. Accuser officiellement Washington, c'était se tirer une balle dans le pied. Un avocat de la défense aurait lancé, furieux, « Ce n'est pas l'huile qui est frelatée, c'est le procès !» Et le verdict tombe. 5 accusés, des grossistes de Meknès, Casablanca et Fès, sont condamnés à mort. 3 autres à la prison à vie. Et Mohamed Bennani, vous me demandez ? L'homme qui a acheté l'huile à la base américaine, celui par qui tout a commencé, acquitté de toutes les charges. Acquitté. Alors, aucune de ces 5 condamnations à mort ne sera jamais exécutée. En 1963, les principaux coupables sont graciés. La grâce a été obtenue par l'intervention d'un avocat, Ahmed Reda Gdira, qui deviendra l'une des personnalités les plus puissantes du règne Hassan II. Les autres seront graciés en 1968 par le biais d'une vieille tradition à demi oubliée, celle du Sultan des Tolba, le sultan des étudiants de Fès, une coutume folklorique qui permettait d'obtenir des faveurs royales. Des rumeurs persistantes affirment même que certains condamnés n'auraient jamais mis les pieds en prison, que leur nom n'apparaîtrait sur aucun registre. On avait promulgué une loi exceptionnelle, rétroactive, on avait prononcé 5 peines de mort, et au bout du compte, l'impunité. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, avec le procès, avec l'oubli,
Mais pour les victimes, le vrai calvaire, il ne faisait que commencer. Le 7 décembre 1960, un autre Dahir royal crée un fonds pour indemniser les victimes. Et ce fonds a une source de financement astucieuse. Une taxe de 4 dirhams prélevée sur chaque vente de véhicules au Maroc, neuf ou d'occasion, sur chaque carte grise. L'idée sur le papier est belle, un revenu régulier pour toujours pour les victimes reconnues comme enfants de la nation. En 61, les victimes créent leur association, la Ligue marocaine des victimes des huiles empoisonnées. Et là, regardez ce qu'on leur verse. En 1961, 50 dirhams par mois. 50 dirhams pour une paralysie à vie. Et il faudra attendre 1992, 31 ans plus tard, pour que ce montant soit relevé à 75 dirhams. Pendant ce temps, le fonds, lui, continue d'être alimenté. Décennie après décennie, des millions de voitures immatriculées au Maroc, 4 dirhams à chaque fois pendant 50 ans. Je vais vous laisser faire les calculs, mais le fonds devait contenir des sommes colossales, des milliards de dirhams selon la Ligue. Et les victimes touchaient 75 dirhams par mois. Alors où est passé l'argent ? C'est l'une des grandes zones d'ombre de cette affaire. La gestion du fonds a toujours été très opaque. Personne n'a jamais su exactement combien il avait accumulé ni où l'argent était allé. Et le combat des victimes pour réclamer cet argent n'a pas été sans danger. Hassan Liamani, le président de la Ligue, lui-même victime de l'huile, raconte avoir été enlevé en 1973 par des agents du CAB, une unité de renseignement de l'époque tristement célèbre. Le but, le pousser à abandonner son combat. Parce qu'on est en plein dans les années de plomb, les années de la répression au Maroc. Et il y a ce fait qui est presque un symbole. Quand le Maroc, dans les années 2000, a créé l'instance Équité-Réconciliation, une commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits humains des années de plomb, le dossier des huiles empoisonnées en a été explicitement exclu. Comme si cette souffrance-là ne comptait pas. Certains ont parlé, pour cette affaire, des années de plomb économiques. En 2005, la Ligue tente même d'écrire à l'ambassade américaine à Rabat pour évoquer la responsabilité des bases. La réponse de Washington : adressez-vous à votre propre gouvernement qu'il fasse une demande officielle. Cette demande officielle n'a jamais été faite. Et puis en 2010, enfin un tournant. Sur instruction du roi Mohamed VI, une convention est signée. L'aide mensuelle passe de 75 dirhams à 1000 dirhams par adulte, 200 dirhams par enfant, et on promet des projets spéciaux et une couverture médicale gratuite. Un demi-siècle après le drame. Mais même là, l'amertume reste. Pour beaucoup de victimes, cette convention est une illusion. Sur le terrain, des hôpitaux refusent la carte qui doit leur donner accès aux soins. Certains dénoncent une manœuvre destinée à enterrer une recommandation officielle qui aurait restitué l'intégralité du fonds. Et il faut, encore une fois, entendre la voix de ceux qui restent. Dans un témoignage filmé en 2020 par la chaîne YouTube Al-Umq al-Maghribi, un homme prend la parole. Il s'appelle Ben Issa. Il a été empoisonné à l'âge de 9 ans. Et en 2020, il en a 70. Handicapé depuis le début. Il raconte comment on a gracié les criminels, comment enfant on lui donnait des miettes, quelques riels, pendant que l'argent du fonds disparaissait ailleurs. Comment, parti vivre en France, on lui a ensuite refusé sa pension au motif qu'il devait résider au Maroc. Comment il a envoyé plus de 150 lettres recommandées sans réponse. Comment son dossier est resté, comme il le dit, bloqué au ministère des Finances. Et il pose cette question simple, terrible. Vous nous avez rendus infirmes. Combien de familles avez-vous détruites ? N'avez-vous pas honte ? Selon les chiffres avancés en 2020, sur les milliers de victimes, il ne reste plus qu'environ 700 personnes handicapées encore en vie. Et en 2024, plus de 300 d'entre elles attendaient toujours que leurs droits soient pleinement reconnus. 65 ans après, ils attendent encore. Pendant longtemps, cette affaire est restée dans l'ombre, un trou noir dans la mémoire collective marocaine. Il a fallu un roman, Le dossier 42 de l'écrivain Abdelmajid Sbata, paru en 2020, pour ramener cette tragédie à la lumière, pour que les jeunes générations apprennent ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la meknasite ? On pourrait dire, c'est l'histoire d'un poison, le TOCP, les nerfs, les jambes mortes. On pourrait dire, c'est l'histoire d'une fraude, quelques commerçants qui ont vu dans la santé de milliers de pauvres une marge bénéficiaire. On pourrait dire, c'est l'histoire d'un héritage colonial, des bases étrangères, des surplus bradés, une souveraineté incomplète et un jeune État pris au piège entre sa dignité et son besoin d'aide.
Mais au fond, je crois que c'est l'histoire de tout ça à la fois. Personne n'a voulu cette catastrophe. Pas vraiment. L'armée américaine voulait juste se débarrasser de ses bidons, le grossiste voulait juste arrondir sa marge, et pourtant, 10 000 personnes, peut-être beaucoup plus, ont perdu l'usage de leur corps. Et c'est ça le vertige de cette affaire. Il n'y a pas un monstre. Il y a une chaîne où chacun, à son maillon, pouvait se dire « ce n'est pas ma faute ». Et il y a une dernière chose. Le crime, on peut le comprendre. La cupidité, on la connaît. Mais ce qui s'est passé après, l'impunité des coupables, le fond opaque, les 75 dirhams par mois, les 150 lettres sans réponse, les 300 personnes qui attendent encore, ça, c'est pas un accident. Ça, c'est un choix renouvelé, année après année, pendant 65 ans. Le vrai poison de cette histoire, c'est peut-être pas seulement le TOCP, c'est certainement l'indifférence. Parce qu'on peut raconter les faits, nommer le poison, reconstituer la chaîne, mais il reste toujours ses visages. Fatima, dans son fauteuil depuis l'été 59. Aïcha et son fils de 10 ans qui la pousse entre Khmisset et Rabat. Ben Issa, empoisonné à 9 ans, qui se bat encore à 70. Ils ne demandent pas grand-chose, juste qu'on les croit et qu'on les voit. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les mystères les plus sombres du Maroc. Prenez soin de vous. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursimi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.